ces institutions qui sont d'une violence inouïe ne mesurent pas les traumatismes qu'ils occasionnent dans les familles, quoi. C'est l'aide sociale aux enfants, tu vois. Et c'est des gens qui détruisent par leur incompétence, on va dire plus, des familles entières, quoi. Et ça court tous les jours. Et oui, ils font aussi du bon travail. Et oui, il faut protéger les enfants, mais tu peux pas protéger les enfants contre le droit. Il faut aussi respecter le droit des parents. Il faut bien sûr, protéger les enfants, c'est essentiel. Mais il faut aussi reconnaître quand on fait des erreurs. Et il faut aussi pouvoir garder le contact. Il faut aussi permettre aux gens de se reconstruire. Et il faut aussi et surtout permettre aux familles de retrouver la confiance dans les institutions. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est avec Louis, donc salut Louis. Bonjour. Louis, tu m'as envoyé un mail pour me dire que tu avais une histoire particulière à me raconter et on s'est eu longuement au téléphone. Si vous écoutez un peu le podcast d'habitude, vous savez que c'est pas forcément mon truc, je préfère rester frais, on va dire, mais là vraiment ton histoire est lourde, hein, donc ça méritait d'avoir une sorte de pré-interview. Tu m'as un peu expliqué qu'en fait tu t'es retrouvé au milieu d'une enquête qui t'accusait d'inceste envers ta fille aînée, c'est ça? Alors accusé, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas j'étais effectivement soupçonné à un moment d'avoir incesté ma fille, quoi. Alors comment ça va? Ah bah ça a été d'une extrême violence. Enfin c'est extrêmement dur de vivre cette situation et c'est oui, c'est un traumatisme, quoi. Donc on s'en remet. C'est long à s'en remettre et on s'en remet difficilement si jamais on s'en remet jamais. Voilà. Tu veux rester anonyme, hein, juste pour que ce soit très clair, parce qu'il va y avoir peut-être des... Il y a des informations qui concernent donc ma fille qui était mineure au moment des événements que je vais certainement être amené à raconter, qui convient que ça reste anonyme, quoi. T'as combien d'enfants? Moi, j'ai 2 enfants. J'ai un fils qui a aujourd'hui 24 ans et une fille qui vient d'avoir 19 ans. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu dans quelles circonstances tu t'es retrouvé embringué dans cette affaire, quoi? Il y a beaucoup de détours et il y a un événement dramatique qui est arrivé, c'est-à-dire que au mois de mai, j'ai plus les dates précisément en tête, je pense que c'est le 17 mai, mon épouse a été appelée par l'infirmière du lycée dans lequel ma fille est scolarisée. Donc elle est arrivée dans le bureau de l'infirmière, ma fille était là. Et là, elle a appris donc ma fille avait été agressée par un élève du lycée dans lequel elle était scolarisée. Donc à l'époque, elle était en seconde, elle venait d'avoir 16 ans, c'est ça? Enfin, elle avait 15 ans, donc elle allait avoir 16 ans en août prochain, on était en mai. Donc mon épouse apprend ce jour-là, d'une part que donc ma fille est agressée par un garçon qui lui était en terminale, donc à l'occasion d'une visite chez ce garçon. Ma fille ne nous en a pas parlé, donc ça il y avait à peu près un mois que c'était, enfin un peu moins d'un mois, 4 semaines que ça s'était passé. Ma fille avait un petit copain, elle en avait parlé à son petit copain, le petit copain est allé agresser l'agresseur de ma fille, quoi, en gros. Tu sais pourquoi votre fille vous en a pas parlé à l'époque? Oui, alors justement, je vais en parler. C'est un des nœuds de cette affaire, c'est que le petit ami agresse l'agresseur de ma fille. Les CPE de l'établissement interviennent parce que ça se passait devant l'établissement où scolarisait ma fille. Son copain, à elle, était scolarisé dans un autre établissement. On a indiqué à ma fille et à son petit copain qu'il serait plus du tout admis devant le lycée. Et auquel cas, s'il était admis devant le lycée, consécutivement à cette bagarre, ils appelleraient la police, quoi. Donc ma fille, vu la situation dans laquelle elle est allée voir le CPE en charge du lycée pour dire, je vais vraiment vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc ça s'est passé un vendredi. On n'en a rien su. Et le lundi suivant, ma fille arrive au lycée et elle est
abordée par son agresseur qui lui dit tu es convoqué chez le CPE, tu devras aller voir l'infirmière. Donc elle va chez le CPE, ils la font attendre pendant 1 heure. C'est son agresseur qui lui dit ça déjà, rien que ça. Ouais. Okay. Là, à ce moment-là, elle était devant la porte du CPE, elle voit sortir son agresseur avec le CPE, bras dessus, bras dessous quasiment, et le CPE indique à son agresseur mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Là-dessus, donc il amène le gamin pour voir l'infirmière, donc lui, l'agresseur est reçu en premier. Et ma fille attend là, et au bout d'un certain temps, je ne sais pas combien de temps, elle est reçue elle-même par l'infirmière. Elle explique ce qui s'est passé, voilà. Donc ça, c'était le lundi. Donc on a pendant tout un week-end, ma fille est restée alors que l'établissement savait ce qui s'était passé, avec ça sur dans sa conscience, vie, quoi. Sur sa conscience et dans l'incapacité d'en parler, avec aussi le sentiment que en parler à des adultes, ça servait à rien, quoi. Ouais. Voilà, donc nous on apprend ça, et dans le même mouvement, à l'occasion de ces événements, ma fille énonce aussi que lorsqu'elle a été vers 7 ans, a priori sur une aire de camping, parce on partait en vacances en camping, et à l'occasion d'un arrêt en cours de route, elle a fait l'objet d'attouchements de la part d'un adolescent lorsqu'elle avait 5-6 ans. Ma femme reçoit ces 2 informations-là d'un coup, d'un seul. Pour nous, c'est d'une violence. Pour ma femme est complètement démontée. Elle rentre à la maison. Enfin, tout le monde est complètement démonté. Moi, j'apprends tout ça. On en parle avec notre fille. Notre fille explique que on a des relations normales avec nos enfants. Enfin, on a le sentiment d'être assez proches, et on essaye de savoir pourquoi elle nous a pas parlé, quoi, parce que elle est restée avec ça pendant 4 semaines toute seule à vivre ça. Donc elle avait fait des premiers pas vers mon épouse pour essayer de lui en parler, mais elle n'avait pas réussi à le dire. Elle nous explique, donc à ce moment-là, elle l'a pas dit parce qu'elle avait quelques années auparavant, ma femme a fait un cancer. Ce cancer a été concomitant, en fait, une révélation dans la famille d'inceste que la sœur de mon épouse a subi de la part de son grand-père, donc leur grand-père commun. Ma fille donc a associé cet épisode à la dépression et au cancer de mon épouse, et elle s'est dit ça va recommencer si je lui annonce cette agression, parce que avec une volonté de protéger sa maman, elle a pas dit, quoi, elle a gardé pour elle, et c'est donc sorti à ce moment-là dans ce contexte-là on s'est retrouvés à on a le temps, hein, tu sais, t'inquiète. C'est dur là pour toi d'en reparler, ça fait quelques années pourtant. C'est toujours c'est toujours là, hein. C'est toujours là, ouais. Le soir même, donc, on prend la décision, dès qu'on l'apprend, de contacter, d'aller déposer plainte. Donc, il se trouve que j'étais toujours au fond de mon jardin. Il y a un inspecteur de police qui habite, parce qu'on a un mur mitoyen. Okay. Et donc, un jour, on a eu des problèmes d'humidité. Donc, on s'était rencontrés pour les problèmes d'humidité. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait, dès le lendemain, organiser l'audition de notre fille, en vue d'un dépôt de plainte, quoi. Et donc, c'est quelqu'un de bien, il a organisé ça tout de suite, et puis dès le lendemain, à 10h, on a été reçus, donc ma fille a été auditionnée pendant 2 heures, on a fait ce dépôt de plainte. Donc, par rapport à la police, là, je n'ai rien à dire, hein. Je sais que dans certains commissariats, et ça existe encore, parce qu'on l'aura constaté après, parce que tout ça a des suites encore. Les accueils sont pas toujours à la hauteur loin de là, des situations que peuvent vivre les femmes qui ont été agressées. Mais là, pour le coup, ça s'est très bien passé. Après avoir, fait le nécessaire, donc parce qu'il y a bien sûr, il y a la police, mais il y a aussi les soins apportés à notre fille, il y a un suivi psychologique, il y a la médecine légale à aller voir, il y a un ensemble de conséquences immédiates, et donc nous, pendant toute une semaine, on trouvait un avocat, vraiment enclenché toutes les procédures. Donc tout ça prend du temps, et on a discuté avec notre fille de cette situation, comment c'était arrivé, pourquoi, dans quel contexte. Là, on a appris aussi quelles avaient été les réactions des professionnels du lycée. Donc c'est là qu'on apprend que ma fille en avait parlé dès le vendredi. Elle nous explique également que l'infirmière qui l'a reçue a été plus préoccupée par
l'état psychologique du garçon qui passait son bac et qui donc son agresseur et qui avait peur de ce qui pouvait lui arriver et que donc c'était quand même très inquiétant que il avait des difficultés à travailler, son papa était inquiet quand même, c'était grave. Wow. Tu sais parce que bon, il y a eu un petit flirt entre ma fille et ce garçon, enfin un petit flirt, ils avaient échangé un bisou, donc lui avait pris ça pour une invite et il dit oui mais tu sais l'infirmière expliquait à ma fille que quand un garçon a commencé c'est dur de l'arrêter, tu comprends. Super. Alors c'est faux, je tiens à le préciser. Quand un garçon a commencé, non, c'est pas dur d'arrêter. C'est pas parce que ça vient d'une infirmière que c'est complètement vrai. Quoi. Bien sûr. Pour ce coup-là. Non, je préfère le dire. Oui, tout à fait. Mais on est dans l'horreur totale. Quoi. Oui, parce que évidemment, ma fille a dit non à plusieurs reprises. Elle était violée, quoi. Enfin, Oui, c'est le terme. C'est le terme. Où on est et on apprend donc tout ça, ce contexte, et à un moment. Ma fille continue à être scolarisée dans l'établissement. Heureusement, c'est un fin d'année. On sait que le garçon est toujours scolarisé dans l'établissement. Moi, je dis à ma fille, mais tu veux pas retourner au lycée? Elle me dit si, moi je veux retourner parce que moi j'ai rien fait. Je suis une victime et je veux me battre contre cette situation. Donc avec mon épouse, on appelle le lycée pour demander un rendez-vous au proviseur parce qu'on veut mettre en place des mesures pour éviter que ma fille croise tout le temps son agresseur, qu'elle soit en sécurité et que ça, et puis également pour avoir des informations sur le pourquoi du comportement à la fois du CPE qui nous a pas prévenu le vendredi et de l'infirmière et d'avoir des explications par rapport à son comportement et puis à l'entreprise de culpabilisation qu'elle avait entamée par rapport à notre fille. Donc on rencontre le proviseur du lycée et là le proviseur du lycée bon mais comme ça, il parlait comme ça, le proviseur, heureusement ça a changé depuis, et il nous indique, mais on m'avait pas vendu cette histoire comme ça. Donc c'est très d'une élégance rare. Donc pour lui c'était une histoire entre deux jeunes qui avaient eu un petit problème quoi. Ce qui est un vrai truc, très courant chez les adultes. Oui. Et du coup, on se retrouve là donc devant le proviseur qui à un moment, vu notre état et vu le fait qu'on lui annonce qu'il y a une plainte qui a été déposée, et là il commence à pétocher parce que réellement quand on est responsable d'enfants et quand on a connaissance de crimes qui ont été commis contre des enfants, quand on est un adulte responsable, et c'est prévu par le code de procédure pénale, on est dans l'obligation de faire un signalement auprès du procureur. Et là, ça faisait donc là plus de 10 jours que nous on le savait, qu'on avait déposé la plainte, et là de leur côté il y avait absolument rien qui a été fait. Ils n'avaient fait absolument rien du tout, donc aucune... Tu veux dire que même si vous, en tant que parent, vous étiez au courant et qu'ils étaient au courant que vous étiez au courant, ils ont cette obligation-là. Cette obligation-là. D'accord, oui, tout à fait. Parce que on peut très bien imaginer que certains parents fassent l'objet de bougent pas, fassent l'objet de menaces, fassent l'objet de pression et peur, ce qui arrive souvent. Oui. Et là, ils n'ont rien fait. Donc, et là, ils mesurent que, effectivement, il y a un gros problème, quoi. Le proviseur nous indique qu'il va prendre les mesures, qu'il va tout faire, c'est inadmissible ce qui s'est passé, bon, voilà. Bon, on s'occupe de on trouve un psy, elle est suivie en post-trauma à l'hôpital, on trouve l'avocate, elle voit le médecin, elle fait les examens gynécos, les prises de sang pour les MST, tout ce qui s'ensuit, tout ce que connaissent les victimes d'agressions sexuelles. Pendant toute cette période-là, elle voit un nombre très important de gens, puisque elle explique globalement, en gros, son affaire à minima à 12 personnes, quoi. Donc des adultes qu'elle n'avait jamais vus ni d'Adam, si je puis dire. Pour elle, c'était psychologiquement très très lourd, quoi. Donc elle revivait sans arrêt l'histoire, quoi. Revivait sans arrêt, tout en replongé là-dedans, tout en réinterrogé, avec plus ou moins de tact, plus ou moins d'élégance de la part des personnes qu'elle avait en face d'elle. Et 2 jours après avoir l'entrevue avec le proviseur du lycée, même le lendemain, mon épouse reçoit un coup de fil de l'infirmière qui quasiment lui hurle dessus en expliquant que elle aurait dû lui dire que nous étions allés porter plainte, que c'était pas normal. C'était ce que paraît-il, on avait convenu, mais ma femme était dans un tel état que elle a rien convenu du tout. Qu'elle allait tout expliquer et qu'elle allait aussi parler des incestes. Donc voilà.
Et donc elle explique ça à mon épouse. Elle dit oui, expliquez tout ce que vous voulez. De toute façon, faites votre travail. Nous, on attend de vous que vous fassiez votre travail. Mais pourquoi à ce moment-là, elle lui hurle dessus? Parce que sans doute elle s'est fait. Elle lui hurle dessus parce que elle a été prise en faute, parce que c'était aussi à elle de faire ce signalement. Elle est responsable aussi comme les autres, et c'est elle qui a reçu le plus gros même si le CPE, pareil, tous les deux ont été destinataires de cette information de viol. Et là, ils sont en faute. C'est-à-dire que la loi prévoit que en cas d'agression comme ça, à partir du moment où un fonctionnaire a connaissance de ce type d'événement, il est obligé de signaler immédiatement. C'est pas dans 10 jours, c'est pas en 12 jours, c'est immédiatement. Et donc en gros, si vous aviez pas bougé, si on n'avait pas bougé, cette chose-là serait passée. Ils auraient étouffé, ils auraient participé au fait d'étouffer cette affaire. Voilà. Et donc vu sa réaction à un moment, et on a des discours complètement différent de tout le monde. C'est-à-dire que elle dit si, moi j'en ai parlé au proviseur, parce que le proviseur nous avait dit qu'il ne savait pas. Elle lui dit si, donc on a des discours complètement différents. Et à ce moment-là, moi j'ai écrit au DAZEN, donc qui est le responsable, qui est l'adjoint, on va dire, du recteur, pour lui expliquer la situation et lui demander que des mesures de protection soient réellement prises, parce qu'aujourd'hui dans l'établissement, je sens que c'est le bazar, quoi. L'infirmière est convoquée, le CPE est convoqué et le proviseur est convoqué, sont tous convoqués par le DAZEN, et au final, je pense que les deux hommes ont essayé de faire porter uniquement le chapeau à l'infirmière. Il y a qu'elle qui a un rappel, je sais même pas c'est même pas une sanction, enfin c'est juste peut-être un avertissement, quelque chose comme ça, mais rien du tout, quoi. Enfin, voilà. 2 jours après, je reçois un appel d'un monsieur qui se présente. Bonjour, brigade des mineurs, je vous appelle. Il faut que vous veniez au commissariat avec votre fille. Donc vous êtes convoqué avec votre épouse. Donc j'ai dit écoutez, oui. Je dis pas mais pourquoi? Je dis nous on a déjà déposé une plainte. Il dit oui, non, mais c'est cette plainte-là, elle est suivie. Donc là, on rentre dans les complexités de l'organisation de la police et de tout. Donc, tout l'appareil juridique. Tout l'appareil juridique après qui suit. Et là, ils nous disent oui, mais c'est pas nous qui suivons cette affaire-là, c'est un autre service. Donc, parce que là, on veut vous interroger concernant votre fille, les attouchements qu'elle a subis lorsqu'elle avait entre 6 et 7 ans. Ma fille se souvenait plus. Et donc là, c'est la brigade des mineurs, quoi, on va dire, l'équivalent, puisqu'elle avait moins de 15 ans. Et donc là, on est reçu par les policiers. Donc d'abord notre fille est entendue, donc elle est filmée et il l'interroge. Donc bon, nous, on ne sait pas ce qu'il en est, ce sur quoi il l'interroge. Et puis nous, après, donc mon épouse et moi, après on est interrogés. Et donc on a interrogé à la fois sur l'agression qu'elle a subie quand elle était petite, vers 7 ans. Donc nous, on n'a absolument plus aucun souvenir précis. Enfin, je veux dire, on a plusieurs hypothèses, mais on est dans l'incapacité de dire où ça pouvait se situer précisément. Et on nous interroge sur ces histoires d'inceste dans la famille. Donc mon épouse explique ce qui s'est passé et voilà quoi. Donc la police regarde. Donc eux, ils étaient destinataires du signalement de l'infirmière, et ils prennent la décision de le transmettre au parquet. Et il y a n'ayant pas d'éléments supplémentaires, il y a un non-lieu qui est prononcé, qui est prononcé, puisque ils n'ont pas d'éléments concernant l'agression de notre fille, ils n'ont pas de piste. Et puis surtout, par ailleurs, par rapport à ces histoires d'inceste, c'est pas c'est expliqué, c'est dit. Puis il n'y a pas de lien particulier avec l'histoire. Il n'y a absolument aucun lien. C'est des événements qui se sont passés il y a 50 ans. L'agresseur de la sœur de ma femme, il est mort il y a 20 ans. Donc voilà, ma fille ne l'a jamais rencontré. Il était décédé depuis 10 ans quand elle est née. Enfin bon, c'est voilà quoi. Enfin à peu près 10 ans.
On est voilà, donc nous ça s'arrête là, en tout cas pour cette partie-là, et on attend donc les suites de l'enquête préliminaire, donc qui doit démarrer concernant l'agression de notre fille. Donc là, on est dans l'attente. Et puis rien qui se passe dans l'immédiat. Donc on attend, on sait que ça peut être long. Le voisin du bout de jardin nous avait dit que ça pouvait être long à certains moments, que ça dépendait des dossiers. Ça peut aider d'avoir un flic au bout du jardin. Oui. Surtout quand ils sont compétents, ils sont sympas. Ouais. Là, on arrive début juillet, donc mon épouse est enseignante, elle se fait 3-4 jours qu'elle est en vacances, on peut passer un peu de temps avec notre fille, voilà, on essaie de reconstruire des choses. Ça fait combien de temps donc c'était Donc c'était en avril qu'elle a été agressée, et nous là on est en juillet en 2019. Et puis on allait partir en vacances, et la veille, notre départ, on reçoit un courrier rédigé donc par la responsable de la CRIP, de la cellule de recueil d'informations préoccupantes, donc qui est un organisme qui est un organisme départemental, donc qui fait partie des services de l'aide sociale à l'enfance, qui indique qu'ils ont été destinataires d'une information préoccupante concernant notre famille, notamment notre fille, et que nous sommes convoqués pour évaluer la situation au sein de notre famille. C'est quand même étrange cette affaire. Et on est bien d'accord qu'ils ne te disent à aucun moment ce qu'est l'information préoccupante. Ah non, parce que alors du coup il y a rien du tout de marqué. Donc moi je les appelle, je demande d'avoir la responsable du service. Donc dans un premier temps j'ai une secrétaire, et puis au final c'est un peu tendu parce que moi je dis je ne comprends pas. Enfin on a déposé plainte, tout a été fait. Oui non mais monsieur je peux rien vous dire. Donc j'envoie un mail en disant écoutez moi je ne comprends pas, j'aimerais en savoir plus, j'aimerais avoir des éléments complémentaires par rapport à votre demande, parce que je dis en l'état, moi ma fille a déjà été entendue 12 personnes différentes, je vois pas du tout l'intérêt. Là on est en phase de reconstruction, on essaie de prendre soin d'elle, on essaie de la préserver, et je vois pas du tout l'intérêt de cette nouvelle, de ces nouveaux entretiens. Je dis à part si effectivement c'est un but thérapeutique, je dis mais là pour le coup elle est déjà suivie, et je leur indique qu'elle est suivie, que nous on a déposé plainte. Je leur envoie le numéro de dépôt de plainte, je leur envoie les contacts du praticien qu'elle voit en ville, donc un psychologue libéral, et l'adresse de la psychiatre qui la suit à l'hôpital en post-trauma. Donc voilà, donc on est dans cette situation-là. Donc moi je collabore, mais je dis moi je souhaite pas, je ne veux pas que... Tu collabores modérément, jusqu'à une certaine limite. Je collabore modérément, et je refuse que notre fille soit vue et de nouveau interrogée, parce que ça suffit, quoi. À un moment, moi je suis dans mon rôle et là-dessus on est d'accord avec notre épouse, on voit pas l'intérêt de la chose. Donc j'ai cette dame au téléphone, et qui là commence à être de plus en plus agressive, et à me menacer de nous envoyer chez le juge des enfants, parce que on veut soustraire notre fille à leurs investigations. Je dis non, moi vous faites ce que vous voulez, mais nous on la présentera pas. Elle a déjà assez subi de choses, et on refuse. Donc j'envoie un courrier en disant que je refuse, en leur donnant tous les éléments pour leur dire pourquoi, et en leur indiquant qui ils pouvaient contacter, et en leur indiquant que moi j'ai le sentiment que ils n'ont pas été informés par l'infirmière qu'il y avait un signalement donc qui avait été envoyé déjà au parquet, donc au procureur, et que pour nous, encore une fois, parce qu'elle avait été prise en défaut dans son activité professionnelle, elle utilisait en fait les services de l'aide sociale à l'enfance, elle laissait les instrumentaliser pour nous nuire d'une certaine façon. Et que t'as cette intuition-là ? J'ai cette intuition-là dès le départ, quoi. Okay. Et je leur dis, je leur écris. Et donc là, elle me menace, elle me dit, moi, je vais envoyer chez le juge. Écoutez, donc je dis, faites votre travail, faites ce que vous estimez nécessaire. Moi, donc on en reste là. Avec mon épouse, on prend la décision d'écrire au juge des enfants. Donc tout de suite, en lui disant, écoutez, nous, elle nous menace de vous rencontrer. Nous, on n'a rien à cacher. Et donc, si vous estimez nécessaire de nous rencontrer, on est à votre disposition, on peut. Donc moi j'ai réexpliqué, on réexplique tous les événements sur le courrier. Donc on part en vacances. Donc là en vacances, on est appelé, on est en vacances. Je me rappelle, on visitait un monument, on était
dans la Loire. Ça va être à Château. Et là, on reçoit un appel d'un inspecteur de police, donc qui est chargé de l'enquête préliminaire et qui nous apprend que il va y avoir une confrontation qui va être organisée entre l'agresseur et notre fille au mois de septembre, donc début septembre. Voilà, donc et qu'il va y avoir un ensemble d'entretiens qui vont être réalisés, donc d'auditions qui vont être réalisées, donc avec l'infirmière du lycée, le proviseur du lycée, le CPE du lycée, bien sûr l'agresseur. Il y a une enquête de comment ils appellent ça, de police, de personnalité qui est faite relativement à notre fille, parce que c'est toujours les victimes pour lesquelles on fait des enquêtes de personnalité. Et donc voilà, ils vont voir son petit copain, ils vont voir, mais essentiellement ils voient que son petit copain d'ailleurs, ce qui est assez étrange puisque bon, théoriquement quand on veut s'assurer de la véracité des dires d'une personne qui a été agressée, on fait un peu le tour de ses amis, donc des gens, et donc là il y a rien du tout, quoi. Il n'y a pas de demande en ce sens. Donc moi je dis c'est un professionnel, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il doit faire. Donc voilà, ça suit son cours. Donc on est, je passe des détails, mais là on arrive donc au mois de septembre. Et donc le mois de septembre, c'est le mois du chaos total, parce que ma fille est reçue en confrontation. Alors, on arrive donc au commissariat, grand commissariat, on est dans le hall d'accueil. L'agresseur arrive également, donc accompagné de son père. Et donc nous, on est là avec notre fille, et puis les avocats arrivent au fil de l'eau. Donc nous, il y a une jeune avocate qui accompagne notre fille, et puis lui est accompagné par un des ténors du barreau du secteur. Le policier, le faux Colombo arrive, et il demande à tout le monde de le suivre. Donc nous, les parents sont bien sûr pas conviés, donc c'est la victime, l'agresseur et leur avocat respectif. Ils arrivent devant un ascenseur, donc ma fille se retrouve avec son agresseur depuis le mois de juin, quoi, et elle ne veut pas monter dans l'ascenseur avec lui. Et là, le policier, donc, qui n'avait jamais vu ma fille, puisque c'est pas le policier, c'est pas le même, puisque nous on avait fait un dépôt de plainte dans une autre ville. Et là, le policier en question, qui a reçu un peu tout le monde déjà, enfin un certain nombre de gens, il s'adresse à ma fille en lui disant ma fille était dans l'incapacité de monter, elle avait le cœur qui battait, elle était au bord de l'évanouissement, et il lui dit mais ça suffit maintenant, tu vas arrêter de jouer là. Oh, donc ça annonce la couleur. Ça annonce vraiment la couleur, donc il l'oblige donc à monter, aller au bord de l'évanouissement. Elle arrive comme ça, donc dans cette alors que les procédures, notamment quand ça concerne des mineurs, il prévoit qu'il n'y a pas de proximité entre l'agresseur. Il est même possible d'éviter que il soit en présence physique. Ma fille disait, j'entendais son cœur battre, j'entendais le cœur de mon agresseur battre tellement j'étais une hyper vigilance. C'est sûr. Elle arrive dans cet état-là à la confrontation, quoi. Donc confrontation se passe. Bon, ma fille explique qu'elle est heureusement il y a l'inspecteur en question qui pose des questions complètement très souvent à côté de la plaque. Et malgré tout, elle arrive à exprimer, à dire les choses, sa version à elle. Donc, elle explique qu'elle a été refusée à plusieurs reprises, dit non à plusieurs reprises. Le garçon reconnaît qu'il a entendu une fois non, mais que comme pour lui, il n'a pas entendu les autres non, il a cru que c'était bon, qu'il pouvait. Donc, c'est complètement aberrant, quoi. Wow. Ce garçon a écrit des SMS à une amie de ma fille que on a réussi à récupérer, et donc dans lequel il disait oui, je te promets, je ne l'ai pas violée, je ne suis pas allé jusque là, donc qui sont des aveux. Bah oui, des aveux. Et mais malgré tout ça, ils ressortent de la confrontation. Donc le policier en question a vu ma fille, quoi. Ça a duré 1h30 peut-être. Ne l'a jamais entendu seul. Il a reçu les auditions, la plainte de la part de son ex-collègue, et la plainte de son ex-collègue pour lui il n'y a pas de doute quant à ce qui s'est passé.
Et là, il ressort et il nous demande, donc il passe d'abord une bonne demi-heure à se taper des claques dans le dos avec l'agresseur et son père, donc de manière très sympathique. Et il nous reçoit après pour nous expliquer que oui, alors il ne sait pas quoi en penser. C'est vrai que là, il a pu entendre notre fille, elle a dit les choses, mais là en l'état, en gros, pour faire court, il va demander à ce qu'il y ait un classement sans suite qui soit prononcé, parce que pour lui, en l'état, c'est parole contre parole. Donc, grand classique du viol, oui. On est dans cette situation-là. Donc, nous, on ressort, notre fille était complètement anéantie de cette confrontation, c'est d'une grande violence, et nous, on la récupère en morceaux, et on repart à la maison avec elle, complètement défait aussi, puisqu'on sait que ça va se terminer comme ça, et que tout ira bien pour... voilà. Donc voilà, on en est là, et on... Comment tu le vis, toi, ce moment-là? Dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là en tant que père? Bah, en tant que père, si tu veux, c'est... Alors moi, j'ai 58 ans, tu vois, je suis aussi d'une autre génération. Je suis une famille de marins, tu vois, de gens qui sont durs à la oui. souffrance, à la tâche. Déjà, tu viens du Nord, donc tu as déjà une bonne couche. Tu rajoutes à ça la famille de marins, je comprends que ce soit... Okay. Et du coup, même si, bon, je suis aussi... mes représentations ont évolué, bon, j'évolue aussi avec mon temps, mais bon, je reste quand même installé dans une certaine représentation du père, quoi, de ce que doit être un père, quoi. Donc aussi protecteur, et puis disponible pour sa famille, quoi, tu vois. Et moi, j'ai ma fille qui s'écroule, j'ai ma femme qui vacille, même si elle fait tout ce qu'elle peut et elle est extraordinaire. J'ai mon fils qui va extrêmement mal aussi, puisque lui, ça va le bousculer aussi. Bien sûr. Et moi, il faut que je tienne, si tu veux. Donc, si tu veux tenir, tu ne peux pas ressentir, quoi. Si tu veux, même si tu ressens, tu fais tout pour pas ressentir, quoi, parce que sinon tu t'effondres et tu deviens fou aussi, quoi. Et c'est donc t'es dans cette tension permanente entre le je sais pas, à la fois la colère, la haine, la violence qui est en toi, la douleur, la souffrance de voir ton enfant souffrir, de savoir que ta fille est agressée à 7 ans, mais tu sais pas par qui, comment, enfin t'es avec des interrogations, comment on s'en est pas rendu compte, comment, enfin tu vois, tout ce que toutes les familles qui vivent ça peuvent s'interroger là-dessus. Donc c'est d'une violence inouïe, enfin et moi, il faut que je tienne, quoi. Faut que je tienne parce que j'ai mes proches qui vont mal, quoi. Et je tiens. Alors je tiens. Je sais pas comment en plus. Bon, moi je suis dans une colère permanente, quoi. Et ça impacte mes relations au niveau du boulot. Enfin, ça impacte tout, quoi. On est de nouveau au mois de septembre, le septembre 2019, donc. 2019. On reçoit donc un courrier de la juge des enfants. Donc on est convoqué et en audition. Donc suite à ton fameux refus de. Suite au fameux refus, donc consécutif. Donc c'est la CRIP, donc la responsable de la CRIP, qui envoie un dossier. Donc faut savoir qu'à ce moment-là, nous, on n'a absolument accès à rien du tout. On ne sait pas pourquoi on a été convoqué par la CRIP, puisqu'ils ont toujours refusé de nous le dire. La juge, du coup, elle nous convoque. Donc moi, je lui dis, bon, c'est peut-être consécutivement au courrier qu'on lui a envoyé, ou c'est certainement, et apparemment, c'est pas consécutivement à notre courrier, c'est consécutivement à l'interpellation de la CRIP, donc qui a envoyé un courrier au parquet. Donc là, on rentre aussi dans un deuxième délire, c'est que, et ça, je le saurais après, à l'époque, je ne savais pas, je pensais que l'infirmière avait fait une information préoccupante en plus, parce qu'il y a une distinction entre information préoccupante et signalement, d'un point de vue de la loi. Information préoccupante concernant plutôt des faits qui ne sont pas avérés totalement, le signalement concernant des faits avérés et graves qui ont déjà été commis. On est convoqué consécutivement à cette soi-disant prétendue information préoccupante, donc information préoccupante qui a été envoyée au parquet de nouveau. Donc c'est le parquet qui demande qui désigne un juge des enfants, quoi.
Et il se trouve que le parquet, donc, et ça je le saurai bien après, mais je dévoile un peu déjà l'affaire, c'est que il s'agit pas d'une information préoccupante qui serait différente du signalement qui a été envoyé, c'est une copie de signalement qu'a envoyé l'infirmière parce qu'il y a un protocole qui le prévoit entre le rectorat et l'aide sociale à l'enfance, donc elle a transmis une copie de ce document à l'ASE. Et eux, sur la base de ce signalement, ont déclenché une information préoccupante sans prendre connaissance, alors que moi je leur ai dit qu'on avait déjà été entendu par la police, je l'ai écrit, j'ai envoyé les numéros de dépôt de plainte, et ils ont donc envoyé sur la base de ces signalements une demande de préconiser une mesure judiciaire d'investigation éducative. Donc il y a une mesure en fait, en gros c'est l'enquête sociale à laquelle on n'a pas voulu se soumettre, mais qui est là, ils proposent au juge de leur donner, quoi. Ouais. Le parquet reçoit cette demande, ils se rendent même pas compte que c'est le même signalement, c'est qu'ils ont déjà reçu, et pour lequel une substitut procureur a déjà prononcé un non-lieu. Donc moi j'ai les documents, j'ai tout, je le sais maintenant. À l'époque je le savais pas. Et on est reconvoqué, donc on est convoqué devant le juge. Donc d'abord reçu pendant à peu près 10-15 minutes par la juge. Et là, elle nous invite, mon épouse et moi, à rentrer après dans la salle. Donc il y a la juge qui est là, comment on appelle ça, la greffière, et puis à côté d'elle une femme impassible, plus jeune. Alors la juge était très jeune, une petite trentaine d'années, enceinte. Et elle, à côté d'elle, il y a une espèce de femme avec un visage impassible. Je l'appelais face de craie après. C'était, ça peut mourir. Elle nous dit de but en blanc, mais alors vous devez vraiment être très surpris d'être là. Alors nous on dira, enfin il y en a une qui a compris, parce qu'elle dit oui, vous avez fait tout ce qu'il faut pour votre enfant et tout. Et donc on dit oui. Alors si jamais cette mesure je vous la mettais, et comment vous vivriez ça? Donc moi je dis écoutez, on le vivrait très mal, parce qu'on prendrait ça pour une forme de disqualification de notre fonction parentale. Quand tu parles de mesure, tu parles de la mesure de judiciaire d'investigation éducative. Donc vraiment une enquête sur ta famille, une enquête sociale, donc qui serait menée par des services sociaux. Et donc nous on dit non, on vivrait très mal, parce que on comprendrait pas pourquoi on ferait. Donc c'est là qu'elle commence à nous reparler de des incestes dans la famille. Donc mon épouse explique, a été entendu par la juge avant, elle lui a posé la question, le sait après. Elle avait déjà été entendue par la police, à qui je l'ai su après, ils lui ont aussi posé les questions. Donc il n'y a pas d'inceste dans notre famille, il y a des incestes chez les ascendants, mais qui concernent il y a 40 ans, et il n'y a pas de... Voilà. D'un coup elle s'arrête, et puis elle prend... un papier quelconque, et puis dans une main elle tient le papier, dans l'autre elle a rien, et puis elle passe le papier d'une main à l'autre, mais comme ça, de manière très puérile, infantile, et sur le mode, alors je vous la mets ou je vous la mets pas, mais comme ça, là, une juge des enfants, donc des gens qui sont des magistrats, qui ont fait plusieurs années d'école de la magistrature. Et comme si elle était en spectacle, je pense qu'elle essayait de donner en spectacle par rapport à la jeune stagiaire. La phase de craie, c'était une stagiaire qui ne disait rien. Et voilà, donc ils se l'ont joué comme ça. Mais on est bien d'accord que le truc quand tu parles de mesure, c'est un truc lourd en fait. Ah mais c'est très lourd. Alors cette mesure, elle est... C'est combien de temps? C'est une enquête c'est 6 mois. Voilà. C'est 6 mois. Donc, où il y a des gens qui viennent chez toi. Voilà. Donc, il y a 6 mois. Donc, elle nous dit, mais bon, compte tenu de vos états de service, qu'en gros, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop lourd, quand même. Wow. Ok. Donc, nous, on est complètement basordi, on sort de là, mais enfin, je veux dire, on venait de se taper le... Oui, parce que c'est dans le même mois. C'est dans le même temps. Enfin, tout ça se passe. Ouais, c'est en octobre. Enfin, tu vois, la confrontation, c'est septembre, et puis là, c'est début octobre, je crois. Enfin, je sais plus les dates exactement. Donc, tu vois, on est. Et là, c'est ma femme a repris l'école, et puis là, en plus sur un contexte très difficile. Et là-dessus, bon, elle s'écroule, quoi. Tu vois, donc nous on est elle en peut plus, moi je la vois devant son ordinateur rester des journées, et je vois qu'elle fait rien, si tu veux. Elle est complètement elle est tétanisée, enfin tu vois, c'est un zombie, quoi. Elle est dans l'incapacité de travailler, elle est
nous on dort plus. Enfin moi depuis cette période, je me réveille tous les jours à 3h du matin. Enfin tu vois, si j'ai 3 heures de sommeil, c'est beaucoup. On est dans un stress permanent et c'est. Vous êtes suivi familialement parce que tu racontais que ta fille était suivie. Ouais, donc nous à un moment on va tellement mal que on envisage d'être accompagné quoi. Donc ma femme commence à être accompagnée. Moi je le suis pas. Si on fait appel l'association d'aide aux victimes. Donc là, moi j'ai vu quelqu'un 3 ou 4 fois, quelqu'un de très bien. Vraiment, si je le dis pour les auditeurs, n'hésitez pas à les consulter. Ce sont vraiment des gens de bons conseils et des gens qui accompagnent vraiment quoi. Et j'imagine que pour ta femme, en plus, ça doit ressortir les histoires familiales. Etc. Oui, bien sûr, évidemment, puisque là, parce que en plus ces histoires d'enquête, donc on sort de là, donc on reçoit 15 jours après une ordonnance, donc de la juge expliquant que on a tout bien fait pour notre fille, mais que en gros, globalement, la seule raison pour laquelle, en gros, la CRIP explique que pour eux, il y a eu le fait qu'on refuse d'aller les voir, ça cachait quelque chose. Et que il y avait un forçage, un verrouillage de la part du père. Et donc, forcément, ça cachait quelque chose, puisque il y avait des incestes dans la famille. Et donc, la juge explique ça et dit, elle marque quand même, semble, de mémoire, que ça concerne bien les grands-parents. Donc, elle sait. Elle sait. En plus. Et elle dit, mais puisqu'ils ont refusé, on va quand même la mesure administrative, parce que l'information préoccupante et les suites de l'information préoccupante, c'est une mesure administrative. Ils passent là au plan judiciaire et ils nous imposent cette mesure judiciaire d'investigation éducative. Donc là, ils nomment une association. On est convoqué donc quelques semaines après. Ça prend un certain temps, en décembre, je crois, de 2019, oui, à peu près dans ces eaux-là. Et donc on est reçu donc par la sauvegarde et là voilà, donc donc ils nous intéressent, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Donc nous on commence à dire oui, notre fille voilà, on explique qu'elle a été agressée, donc on comprend pas, et puis on dit donc on nomme notre fille un tel, et là tout d'un coup la psy elle fait non mais pourquoi vous l'appelez comme ça? Un tel, c'est pas son nom. Mon épouse et moi on se regarde. Alors oui, c'est pas son nom. Pourquoi est-ce que vous lui changez son prénom comme ça? Et donc on se regarde. On dit maintenant si c'est son prénom. Puis d'un coup il y a sa collègue à côté qui fait tu t'es trompé de dossier. Et donc ça commence comme ça. Donc ça en dit long. Donc ça en dit long sur la situation de tous ces gens, sur leur façon de travailler quoi. Et donc elle retrouve le bon dossier et donc on explique tout ça, on explique. Donc, bon. Il se trouve qu'ils n'ont pas encore eu accès au dossier, donc l'assistante sociale qui était à l'écoute, on peut pas dire, elle dit mais écoute, je vais te demander d'avoir accès au dossier. Donc elle dit bon voilà, on va vous revoir et puis mais on voudrait voir la fille. Voilà, donc, oui, voilà quoi. Donc là, on est dans une situation où nous, pourquoi on se soumet à cette mesure? Parce qu'on est obligé. Il faut savoir que si vous soumettez pas à cette mesure, elles sont pas contestables. Quand la juge nous a indiqué, je lui ai dit, écoutez, elle me dit qu'est-ce que vous allez faire maintenant, la juge. Donc je lui ai dit, écoutez, moi je vais aller voir l'avocat et je vais demander s'il y a possibilité de s'opposer à cette mesure. Elle me dit, non, vous pouvez pas. Vous êtes obligé de le faire. Ce qui est une bonne chose en soi quand il y a des familles réticentes. En soi quand il y a des familles réticentes. C'est toute la difficulté de la justice pour enfants. C'est-à-dire que c'est une justice qui est dérogatoire au droit commun. C'est-à-dire que et là c'est terrible parce que quand ça vous arrive, c'est que habituellement, les gens, il y a ce qu'on appelle le contradictoire. Vous pouvez accéder au dossier, vous pouvez faire appel à un avocat. Là, on peut faire appel à un avocat, mais on peut pas accéder au dossier. Enfin, on a pu accéder au dossier, c'est faux ce que je dis. J'ai pu accéder au dossier la veille de la rencontre avec la juge, donc parce que j'ai fait la demande, il faut en faire la demande. Et vous arrivez, donc j'arrive dans le bureau, il y a les deux assesseurs là de juges, je sais pas qui c'était, les secrétaires, donc ils vous accueillent comme si vous étiez le dernier délinquant sexuel, donc. Et vous sortent un dossier qui fait 200 pages, donc elle vous pose comme ça sur le bureau, et puis vous avez 30 minutes.
Donc, pour consulter un dossier comme ça, donc il y a des auditions, il y a rien de rangé, c'est un bordel sans nom, il y a pas de sommaire, il y a rien du tout. Donc vous y retrouvez pas, vous trouvez rien, vous êtes donc là j'ai pris ce truc, je sais pas comment le prendre, donc j'ai pris quelques notes, regardé, c'est de comprendre, mais on comprend rien puisqu'il y a rien d'ordonné. Donc et puis voilà, 30 minutes après, on dit monsieur, c'est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Et le lendemain, on est reçu en audition. Donc, donc ça se passe comme ça. C'est ça le contradictoire en justice des enfants. Donc, et c'est terrible. Ça, c'est quand même, pour moi, c'est une zone de non-droit, quoi. Enfin, pour les personnes, parce que n'importe quel, le violeur de ma fille, lui, pouvait accéder à un ensemble d'éléments, ils pouvaient être assistés d'un avocat, ils avaient accès au dossier, ils ont des droits. Mais là, dans notre cas, nous, on n'avait absolument aucun droit, quoi. On peut accéder à rien du tout. Alors oui, T'avais pas la possibilité de te faire accompagner par un avocat? Si, je pouvais me faire accompagner d'un avocat, mais nous, on l'a pas fait parce que, je veux dire, oui, tu te sentais pas en faute. Enfin, voilà, on n'avait pas pour nous, on allait rencontrer, on s'est dit, une juge, c'est quand même quelqu'un de rationnel, c'est quand même quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quand même des choses sérieuses, mais là, pour le coup, c'était pas le cas, c'est pas quelqu'un de rationnel, enfin, peut-être il y avait une rationalité, mais j'ai pas réussi à appréhender, hein, mais j'ai pas eu le sentiment, quoi. Et, voilà, donc on ressort de là, voilà, et ça suit son cours. Donc on voit la sauvegarde, notre fille la voit, donc l'assistante sociale passe une partie d'une après-midi avec elle, elle pose des questions sur ce qu'elle fait. Bon, ma fille explique sa vie, quoi, en gros, explique ce qui est arrivé. Elle voit la psychologue de la sauvegarde qui la reçoit pendant 1 heure et demie, voilà, donc elle est entendue, et puis voilà. Et donc ça en reste là. Donc dans certaines familles, ils peuvent débarquer chez vous. Ils peuvent, donc nous, mon épouse était très inquiète parce que sa mère est à 85 ans, et donc elle s'inquiétait de savoir si sa mère allait être mise au courant de cette situation parce qu'on n'en avait pas parlé. Ma fille ne souhaitait pas en parler à sa grand-mère, donc nous on a toujours respecté les volontés de notre fille. Et parce que la mère de mon épouse elle est souffrante, quoi. Elle est malade, elle est âgée, et que ça allait être un choc pour elle. Et donc on a voulu l'épargner. Donc il était question que donc dans le cadre de cette enquête sociale, ils aillent voir la grand-mère. Donc nous on leur dit, si vous y allez, on aimerait pouvoir le savoir. Donc là ils ont quand même joué le jeu en nous disant, si on y va, on vous le dira avant de façon à ce que vous puissiez leur dire. Ils sont allés bien sûr rencontrer tous les gens du lycée. On téléphone à l'infirmière pour connaître comment se comportait notre fille, parce que c'est une enquête aussi sur notre fille, comment elle est installée dans sa vie, est-ce que ça se passe bien au lycée. Heureusement, notre fille c'est une très bonne élève, elle a eu son bac avec mention très bien. Mais auquel cas, si c'était pas le cas, si ça avait été une mauvaise élève ou quoi que ce soit, je veux dire, ça serait rajouté au dossier. Il faut voir, moi après, je me suis renseigné sur l'aide sociale à l'enfance. C'est terrible. Il y a des gens qui vivent des situations, mais terribles, hein, des enfants de parents autistes, des enfants de parents qui ont des maladies rares et qui sont soupçonnés d'agression. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vivent des choses affreuses. Il faut mesurer ce que c'est qu'aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance. Alors, il y a certainement des choses très bien qui se font, hein. Moi, je trouve que c'est un métier très difficile mais les professionnels sont pas toujours à la hauteur des situations. Et il y a c'est de l'humain, et donc dans l'humain il peut y avoir beaucoup d'erreurs et beaucoup de... Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de subjectivité en fait qui s'est passée. Et en même temps, la subjectivité, elle est aussi importante dans le cas où il y a une agression avérée, quoi. Bien sûr. Sauf que là, en l'état, quand je veux dire, ma fille a été écoutée à plusieurs reprises. Elle n'a jamais fait part d'agression dans sa famille, jamais, à aucun moment. Donc là, on est en avril 2020, parce que je sais à ce moment-là, donc on est en pleine histoire de Covid, là, en plein confinement, tout le monde est terré chez soi. Mon père était hospitalisé, il a attrapé le Covid à 85 ans, et il décède. Donc pendant cette période-là, donc j'avais tous les jours au téléphone, j'ai pas pu aller le voir non plus. Je l'ai eu la veille au téléphone, le jour même où je pouvais aller le voir, il est décédé. Donc voilà, il est mort seul dans une solitude atroce. Et donc moi je vis ça aussi. Et le lendemain du décès de mon père, on a restitution du rapport
De la sauvegarde. La sauvegarde, donc de l'assistante sociale et ça se fait parce qu'ils ont 5 mois pour écrire un rapport et l'envoyer au juge, qui lui doit statuer dans le mois qui suit sur la préconisation faite par le. Et donc là, elle nous fait une récitation en visio, donc là on est en visio. Et l'assistante sociale nous explique, donc elle nous dit, je vais vous faire la lecture du rapport de la psychologue qui n'était pas là, donc elle nous fait lecture du rapport de la psychologue dans lequel la psychologue explique oui, ils ont pris connaissance des éléments du dossier, ils ont mené des investigations. On trouve que sur la base des éléments qu'ils ont, il est avéré que l'attitude de l'infirmière n'était pas professionnelle, l'attitude des gens qui avaient reçu Mila était inqualifiable, que il prenait sa parole pour vérité, qu'elle avait été effectivement agressée, et puis qu'il n'y avait pas de soucis particuliers dans la famille, qu'elle avait de très bonnes relations avec ses parents. Enfin, on était les meilleurs parents du monde, quoi. Ouais. Enfin, c'était le rapport de la psychologue vous blanchit totalement. Voilà, en tout totalement. Cas. L'assistance sociale, donc de la sauvegarde, nous explique que oui, elle va tout à fait dans le même sens, qu'elle comprend pas, que vraiment c'est honteux ce qui s'est passé, qu'il y a eu un véritable acharnement contre nous, elle va demander donc qu'il y ait une ordonnance de non-lieu en assistance éducative, parce que ce qui nous a pesé en fait sur les épaules pendant 5 mois, tu te sens disqualifié en tant que parent, enfin tu te sens t'as honte aussi, parce que tu peux pas en parler, tu peux pas dire à tes collègues, à tes amis, on me soupçonne d'avoir violé ma fille, tu te rends compte, et puis parce que dans la tête des gens il y a pas de fumée sans feu, parce que, et moi aussi auparavant, enfin tout le monde se dit c'est quand même des gens sérieux, les juges. C'est quand même des gens sérieux, les gens de l'ASE. C'est des professionnels. C'est des gens, ils peuvent pas te mettre dans cette situation-là et puis entamer des choses, des démarches comme ça, qui sont pas fondées, sur lesquelles il n'y a pas d'éléments, c'est pas possible que le parquet, il laisse passer 2 fois le même signalement et qu'il s'en rende pas compte, tu vois. Tu te dis, non, on est dans un grand pays, il y a la justice, il y a des gens qui sont formés, il y a tout ça. Et et moi-même, si tu veux, avant, tu m'aurais raconté une histoire comme ça, je me serais dit, non, mais il y a forcément quelque chose, c'est pas possible, quoi. Enfin, et non, il y a il y a rien, si tu veux. C'est juste du soupçon. On rentre dans une ère de soupçon qui a été alimentée. Et ça, je le sais pas, mais ça, je l'apprends après. Donc, du coup, pour avancer dans cette histoire, on reçoit. Vous avez un non-lieu, donc. Donc, il y a un non-lieu qui est prononcé par une autre juge. Parce que, en gros, on apprend aussi lorsque l'assistante sociale de la sauvegarde récupère le dossier, donc elle va chercher une copie au greffe du tribunal, et sur le dossier, il y a un post-it donc, qui a été laissé par la juge, sur lequel il y a marqué affaire classée, donc avant même qu'ils aient eu accès à ce dossier, donc ils aient pris la décision, c'est pas nécessaire de recevoir les parents en audition. Mais enfin. Oui, c'est comme ça. Ok. Et donc elle nous explique ça, elle dit on comprend pas, si on comprend pourquoi. Et donc elle me dit oui, c'est parce que vous avez simplement refusé de vous soumettre à la demande. Et en juillet là. En juillet d'avant. Ouais. On reçoit donc l'ordonnance d'une autre juge, parce qu'entre-temps, notre juge a eu une promotion, donc peut-être aussi c'est à prendre en compte, c'est-à-dire qu'elle est passée en cour d'assises, là, donc à un niveau supérieur, donc son plan de carrière, donc je pense que c'est aussi des gens qui veulent pas aussi dire, je prends aucun risque, je m'en fous, de toute façon, c'est pas grave, ils vont se taper 6 mois d'enquête, et puis de peur, et puis de... J'espère qu'elle fait pas pareil aux assises avec son papier à dire... je pense que ça doit être... condamne ou je condamne pas. Je pense que ça doit être du même ordre. Wow. C'est quelqu'un de... Enfin, c'est assez effrayant. Et du coup, la juge donc, qui la remplace dit... Oui, alors, elle reprend les éléments. Les parents de la jeune fille Intel ont fait le nécessaire. Ils l'ont amené, ils ont déposé plainte. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils ont une attitude vraiment très protectrice par rapport à leur fille. C'est les meilleurs parents du monde. Tout va bien. J'ordonne. Il y a absolument, il y a aucune nécessité de mesures d'accompagnement éducatif. Et donc, j'ordonne un non-lieu en assistance éducative, quoi. Sur la base des éléments donc, que j'avais transmis
à l'aide sociale à l'enfance, quoi. 1 an auparavant. Et ils nous ont fait subir ça pendant 1 an. Et là, moi, je reçois ça, mais je dis, mais c'est pas possible. L'aide sociale à l'enfance n'ont jamais fait le boulot, ils ont pas envoyé les dossiers. Et donc là, j'écris au juge, à la juge, pour accéder à notre dossier. T'es un vrai pitbull, hein. Moi, je t'avoue que moi, à ta place, j'aurais fait, ok, je laisse tomber, ça me saoule vraiment, j'en peux plus. Bah non, parce que tu cherchais tu voulais comprendre. Je veux comprendre. Tu veux comprendre parce que quand t'es pris là-dedans, tu te dis, mais tu sais, t'es tellement chamboulé que tu t'en prends plein la gueule, quoi. Et et tu comprends pas. Et à un moment, mais tu te dis, mais pourquoi ils se sont acharnés comme ça sur nous? Et si tu veux retrouver le fil de ta vie, parce que du coup, le regard que tu portes sur les institutions, enfin, c'est complètement chamboulé. Tu te dis, tous ces gens, mais t'avais une approche rationnelle. Moi, j'avais l'approche, pas fait beaucoup de droit, mais j'en ai fait un peu dans le cadre de mon boulot, tu vois, c'était aussi partie de mon boulot. J'ai un esprit assez juridique. J'ai toujours pensé qu'il y avait une rationalité dans tout ça. Et là, tu te dis, mais non, il y en a pas. Et donc, t'es complètement chamboulé. Tes cadres de référat sont complètement explosés. Ouais, je comprends. Et si tu veux pouvoir retrouver ta vie et essayer de retrouver une cohérence, moi, j'en ai besoin. Eh ben, t'es obligé de refaire du sens. Et moi, là, le sens, c'est le chaos, si tu veux. Il y a classement, donc, sans suite. Et moi, je dis à ma fille, si tu souhaites qu'on continue, parce qu'il y a toujours possibilité de continuer au pénal, on peut se constituer partie civile. Donc moi, je propose à ma fille qu'on se constitue partie civile, et donc de fait, à ce moment-là, il y a un juge d'instruction qui est nommé. Ma fille, à ce moment-là, dans l'état où elle était, donc elle était en première, on était en plein confinement. J'ai passé des détails parce que aussi les relations, tu penses bien, avec l'établissement n'ont pas été des plus simples. Parce que je parlais de ma fille aussi, parce qu'elle en a bavé. C'est essentiellement elle qui en a bavé. Et moi, face à sa souffrance, je voulais aussi qu'on puisse aller au bout. Et j'étais prêt à aller au bout. Et elle, dans l'état de souffrance dans lequel elle était, elle me dit, papa, je suis incapable. Je ne veux plus voir tous ces gens. Je ne veux plus qu'on m'interroge. Je ne veux plus qu'on me soupçonne de mentir. Je ne veux plus subir tout ça. C'est affreux. Et beaucoup de victimes de viol sont dans cet état-là. Hein. On est dans cette situation-là. Et donc moi, je dis, je veux, au cas où demain, quand tu seras majeur, dans quelques années, tu décides, parce que tu peux le faire, elle peut le faire encore maintenant, se porter partie civile, je veux avoir tous les éléments. Et je veux montrer que dans ces gens, il y a quelque chose qui s'est passé, et je soupçonne un certain nombre de personnes d'avoir menti. Et donc, je dis, puisque je veux accéder, moi, à la vérité, et je veux pouvoir croiser les éléments. Et donc là, je sollicite la juge, donc j'envoie un courrier recommandé pour accéder au dossier, pas de réponse. Je prends mon téléphone au bout parce que tout ça prend du temps, hein. J'imagine. Ces gens, c'est pas Speedy Gonzalez, la justice, hein. Et donc j'attends, poli encore, tu vois, je suis encore poli, hein, parce que même si je suis un pitbull, je fais quand même attention, quoi, tu vois, parce que ces gens, ils te font peur aussi, hein. Là, tu te dis, la preuve, t'as pas répondu positivement à un truc, je comprends. Ouais. Et là, je me dis, voilà, donc j'écris, pas de réponse. Je téléphone, et j'ai une greffière qui me dit, monsieur, vous prenez pour qui? Vous croyez quand même pas que je vais descendre à la cave chercher le dossier? Non, mais, et je dis, écoutez, si, c'est quand même important. Enfin, moi, j'ai besoin de savoir, on a besoin de savoir. Elle me dit, de toute façon, c'est rangé. Et je dis, et puis ma fille, si elle a besoin de savoir, monsieur, tu as besoin de savoir, elle viendra à 18 ans, on ira le chercher à ce moment-là. Mais je dis, non, pourquoi vous irez plus le chercher à ce moment-là que maintenant? Donc, je dis, écoutez, je vais réécrire une deuxième fois à la juge, et je n'ai jamais eu de réponse. Donc, je me dis, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais essayer d'avoir une partie, parce que tout ça, c'est dispersé, si tu veux. Donc, t'as l'ASE, t'as le parquet, t'as la juge, donc t'as des pièces un peu dans tous les endroits. Donc, je demande à mon avocate si on peut accéder à une partie du dossier. Donc là, pareil, les avocats n'ont pas le droit de transmettre à leurs clients les dossiers. Il faut qu'ils fassent une demande au procureur. Donc, tant qu'il fasse une demande au procureur. Moi, sur la partie, j'avais fait directement à titre personnel une demande au procureur. J'avais récupéré une partie du dossier. Et là, je récupère cette partie du dossier et je prends connaissance du signalement qui a été fait par l'infirmière. Et là, c'est dramatique parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est dedans. Et en plus, elle laisse entendre que c'est mon épouse qui a mis dans la bouche de ma fille le fait qu'elle avait été agressée, qu'elle avait subi un viol, quoi. Et ce qui est complètement aberrant, comme nous on lit ça, ma femme est effondrée, mais comment est-ce qu'elle peut laisser entendre des choses comme ça? Et à ce moment-là, je me dis, et on voit dans ce signalement qu'elle a rédigé, elle indique sans aucune précision que il y a des incestes dans la famille. Donc sans aucune précision, sans
rien expliqué à personne, et elle envoie ça comme ça au procureur. Et donc voilà. forcément. Et donc forcément, tu vois, eux ils reçoivent ça. Et donc pour eux, notre refus, c'est effectivement un verrouillage. Alors ce qui est aberrant dans cette histoire, c'est que la CRIP, le document qu'ils reçoivent, et ça je le sais après, parce que du coup je me dis, mais est-ce qu'elle a envoyé un autre dossier ? Donc j'écris au président du Conseil général, parce que dès le départ j'avais un soupçon, j'écris en juillet 2019 au délégué à la protection des données, donc du conseil départemental, je fais valoir un droit que tous les citoyens ont, de pouvoir accéder aux dossiers administratifs les concernant. Je fais cette demande, donc c'est en juillet 2019, pas de réponse. Pas de réponse. Pendant 1 an, j'avais pas de réponse. Donc nous, tout ce temps-là, on subit les procédures, les machins, on en prend plein la tronche. Et là, je me dis, je me retrouve encore une fois, je dis, mais on a accès à rien, parce qu'il n'y a pas de contradictoire dans cette zone-là de droit. Et donc, je me dis, moi, je veux comprendre, quoi. Et donc, j'écris au délégué à la protection des données, je dis, je vous ai envoyé un courrier il y a 1 an. Et là, au final, donc j'insiste, je renvoie même 1 ou plusieurs mails, mais tout ça prend du temps, tu sais. Il faut pas trop les bousculer quand même, tous ces gens. Et ils me répondent et ils me disent oui, mais alors il faut m'envoyer une pièce d'identité à jour, enfin des demandes de quantité de documents. Au final, pas de réponse. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? T'as qu'un seul recours. Tu sollicites, c'est un organisme qui s'appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Donc j'écris à la CADA, en leur expliquant que le département ne donne pas de suite à notre demande de consultation de dossier administratif. Donc là, pareil, ils reçoivent, t'as des séances, puis t'as une instruction, ils regardent le dossier, ils interpellent le machin, donc ça prend des mois, tu vois, tout ça. Et là, ils m'envoient, donc je reçois l'avis de la CADA qui dit oui, monsieur, donc il donne les raisons pour lesquelles le département estime que c'est un dossier qui est des suites judiciaires. Donc comme c'est des suites judiciaires, il pouvait pas donner les éléments. Donc c'est pour ça. Mais la CADA a estimé que c'était quand même un dossier administratif. Donc tu vois, il y a des subtilités juridiques. Quand t'es pas juriste, tu te dis mais putain, ils ont que ça à foutre là-dedans, quoi. Et ils nous envoient le dossier. Alors je reçois un dossier de la même dame dont on se moque en famille allègrement et qui nous explique que elle ne peut pas envoyer le dossier en l'état, qu'elle est obligée d'occulter des mentions. Donc tu reçois un dossier avec plein de trucs barrés, tu te croirais genre CIA quoi. Ouais, c'est ça. Ou à la Stasi, tu sais. Ouais. Et donc tu reçois ça. Alors c'est formidable parce que donc il y a des pièces dans ce dossier qui sont aberrantes, c'est des suites de bêtises, c'est vraiment accablant parce que tu te dis c'est vraiment une bande d'abrutis, quoi. C'est vraiment des baltringues de l'action sociale, quoi. Enfin bon. Tu reçois juste pour vraiment. Mais ils font des choses bien à côté. Enfin, tu t'es renseigné. Oui, ils font certainement des choses bien. Mais là, pour le coup, c'est vraiment des baltringues. Ils vous ont bien raté. Jusqu'à quel point ça va, c'est que des courriers que j'ai envoyés moi-même, donc ils me font une copie d'un courrier que moi j'ai envoyé, des mails que j'ai envoyés, et sur mes mails que j'ai envoyés moi, ils ont occulté des trucs. Et donc tu te dis mais c'est vraiment des génies, des génies, quoi. C'est vraiment des génies, quoi. Et t'es face à ça, et donc. Voilà, donc tu regardes, et comme j'avais copie du dossier du procureur, tu peux voir ce qui s'efface, et donc il y a des choses essentielles qui transmettent pas, quoi, si tu veux. Et donc c'est et là et c'est là que je me rends compte que oui, ils sont il y a un problème parce que c'est bien un signalement qu'ils ont reçu, donc c'est pas une information préoccupante, alors que pendant tout ce temps ils ont dit que c'était une information préoccupante. Donc moi je me dis peut-être qu'il y a autre chose qu'ils n'ont pas vu dans le dossier. Donc j'ai écrit de nouveau. Ah oui, ils ne me répondent pas. Donc je resollicite à nouveau la CADA. Et la CADA dit oui, vous avez demandé, il est indiqué dans le dossier qu'ils ont été destinataires d'une information préoccupante, mais le département nous a informé, et on en est désolé, qu'ils ont perdu cette information préoccupante, et donc ils ne peuvent pas vous la communiquer. Voilà. Fermer le banc. Donc là, on est un peu chez Poutine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des documents qui dégagent, quoi. Ouais. Et donc là, tu te dis, mais c'est incroyable, et ça se termine là. Donc, moi, je me dis, mais c'est pas possible que ça se termine là.
Et, ah oui, mais je continue parce que moi et donc en parallèle j'essaye d'avoir l'ensemble du dossier, donc je tape partout, donc il y a le juge, il y a aussi la sauvegarde. T'as mis pas mal de tes colères de ta colère dans les courriers, non? Ah oui, non mais là tu verras, j'ai un dossier énorme. J'ai écrit c'est ça qui m'a oui, je comprends aidé, que c'est une façon comme une autre de régler le truc. Et donc j'écris à la sauvegarde, pareil. Et là, parce qu'au départ, ils devaient nous permettre quand ils nous ont fait une restitution orale, ce rapport devait être remis également au chef avant envoi au juge. Elle dit, il y aura peut-être des petites choses qui vont bouger, mais rien d'essentiel. Et donc moi, je trouve ça très intéressant, parce que je me dis, on dit que ce dossier n'est pas professionnel, que ça a été fait en dépit du bon sens, qu'il n'y a rien de justifié dans tout ça. Et donc moi, je me dis, il y a des voies de recours certainement contre au moins le département. Donc je dis, je veux accéder à ce dossier, puisque c'est quand même une sacrée remise en question des services. Et là-dessus, donc je leur écris, alors on échange par mail avec l'assistante sociale. Dans l'après-midi, oui, vous pourrez y accéder, mais là en ce moment c'est pas possible parce qu'il y a le Covid, donc nos armoires elles sont fermées et on veut pas les ouvrir parce qu'on voudrait pas qu'elles soient infectées. Waouh. À l'époque, tu te dis tu sais pas. Et puis décision au niveau national de suspendre ces mesures d'hygiène particulières dans la justice. Et parce qu'il fallait bien ouvrir les tribunaux, il y avait quand même des justiciables. Et donc j'écris, les mesures ont été levées, donc ça c'était quelques semaines encore après. Et j'ai dit, maintenant, pourquoi est-ce que j'aimerais bien pouvoir y accéder? Est-ce que vous pouvez nous donner un rendez-vous pour qu'on vienne consulter le dossier? Même pas une copie, juste le lire, tu vois. Et là, elle ne répond pas. Je réécris, non mais c'est pas encore possible. J'ai dit, mais si, c'est possible. Donc je remets les références au texte, tu sais, aux ordonnances sont passées, toutes les conneries. Mais t'es devenu un spécialiste. Après tu recherches, tu essayes de tout comprendre, mais ça prend un temps fou, c'est fatigant aussi, quoi. Mais parce que moi je connais rien à ce moment-là, tu vois, c'est une découverte totale. Et c'est donc je leur écris, et puis au final, elle me dit, non, on peut pas. Et là, je dis, c'est quand même dingue. C'est prévu par la loi. C'est prévu par la loi que les gens qui sont font l'objet d'une enquête sociale peuvent avoir la restitution de l'enquête définitive, au moins oralement, même s'ils ne font pas de copie. Et là, ils nous refusent. Donc je dis, moi j'ai écrit à la CADA. Donc j'ai écrit encore une fois à la CADA. Et là, la CADA reçoit, donc ça prend du temps, quelques semaines, quelques mois. Et là, j'ai un retour de la CADA, en gros, disant, oui, alors c'est un dossier particulier, c'est à la fois de l'administratif, une procédure administrative, puisque c'est issu d'une demande de l'ASE, mais quand même sur une mesure judiciaire. Donc on est dans un dossier qui est mixte, donc nous, dans ces cas-là, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc on ne donne pas d'avis. Donc en gros, si vous voulez avoir un avis, il faut s'adresser ailleurs. Donc en gros, tu sais, tu as des tribunaux, des conflits, des arbitrages. Donc encore une fois, il fallait s'adresser ailleurs. Bon, moi là, au niveau de mes compétences juridiques, ça me dépasse, quoi, si tu veux. Là, je me dis, c'est pas possible. Donc du coup, de ce côté-là, j'arrête là. Mais encore une fois, on n'accède pas au dossier. Je ne sais pas encore ce qu'il y a véritablement dans tout le dossier. Et j'ai pas encore eu accès définitivement à toutes les pièces. Donc j'ai pas accès à cette pièce-là. Je ne peux pas faire valoir tout ce que je te dis. C'est des choses qui sont restées à l'oral, que moi je connais parce que je les ai entendues. Et c'est juste ma parole. Demain, ils peuvent très bien dire que ce que je raconte, c'est faux, quoi. Et moi, j'ai pas les éléments pour démontrer aujourd'hui qu'ils ont complètement menti. Alors j'ai des éléments. Par exemple, il se trouve que j'ai recueilli après la demande, le procureur a accédé à notre demande d'accéder au dossier. Donc moi, j'ai une copie du dossier, j'ai une copie des auditions. J'ai une audition, par exemple, de l'infirmière qui explique, donc elle est interrogée par le pseudo-Colombo, et elle lui explique que oui, il y a eu des incidents dans la famille. Elle redit ça en premier temps, et puis après le policier quand même finit par poser une question un peu plus précise et dit, ah oui, apparemment ça concerne la tante de ton corps. Et donc elle le sait. Et donc moi à ce moment-là, je me dis, mais puisqu'elle le sait, pourquoi? Parce que c'est ça qui a déclenché, en fait, apparemment, cette affaire. Si elle avait été sans doute plus précise dans son rapport, voilà. Alors, qu'elle avait raconté. Oui, alors tu te dis, moi je me dis que c'est quand même pas possible. L'ASE, ils peuvent déclencher, ils reçoivent une information qu'ils appellent information préoccupante, et après ils déclenchent une enquête. Ils sont pas obligés de déclencher cette enquête. Là, ils prennent la décision de la déclencher. Moi, je me dis, s'ils prennent la décision de la déclencher,
parce que quand ils nous appellent la première fois, c'est bien, ils sont bien déjà dans une dynamique d'investigation sur notre famille. Donc c'est qu'ils ont déjà pris la décision de le faire, sans nous avoir consulté au préalable, sans avoir demandé des éléments complémentaires. Donc je me dis, à minima, et ça je l'ai su après, parce que je l'ai vu dans les dossiers du procureur, ils se sont parlé à plusieurs reprises, l'infirmière et la responsable de la CRIP. Et là, tu te dis professionnel, mais moi je sais pas, on te dit ah bah oui, un tel, il y a des incestes dans sa vie, tu te dis bah ça concerne qui c'est qui est la victime? Bien déjà sûr. Est-ce que c'est la fille qui est victime? Est-ce que c'est un oncle? Est-ce que c'est un grand-père? Est-ce que c'est le père? Mais personne ne pose la question apparemment. Personne ne pose la question. Donc apparemment, puisqu'ils sont censés pas savoir. Et donc c'est soit l'ASE a pas fait son boulot, ce qui est quand même énorme de pas poser cette question. Soit elle a posé cette question, et soit l'autre elle a menti. Parce qu'elle le sait. Moi, je sais qu'elle le sait, puisque j'ai les auditions de la police, si tu veux. Quand tu parles de l'autre, tu parles de l'infirmière. De l'infirmière. On est dans cette situation, et là, on est face à quelque chose qui est complètement... C'est dément, si tu veux, qu'ils aient plus procédé de la sorte. Donc moi, je me dis, c'est pas normal, cette affaire. Parce qu'ils me répondent pas, ces gens-là, parce qu'ils te répondent jamais, hein. Tu sais, t'es un citoyen, t'es un contribuable, mais ils en ont rien à faire de ce que tu es rien du tout. Et donc j'explique, je fais des courriers, et puis d'un coup je dis mais c'est pas possible, il y a quand même des voies de recours, et donc je m'adresse au défenseur des droits. Et je l'appelle, et donc avec mon épouse, on va au rendez-vous, on rencontre le délégué départemental qui était sur le départ à l'époque. Et il nous explique que là, lui, vu qu'il est sur le départ, il dit, vous savez, des histoires comme les vôtres, j'en rencontre très souvent. Et vous n'êtes pas les seuls. Donc il dit, le mieux, c'est que vous preniez directement attache avec le cabinet du président du conseil général et le directeur général des services du département. Il dit, oui, mais moi je les connais pas, je sais pas qui c'est, j'ai écrit à plusieurs reprises aux adresses qui sont indiquées, j'ai jamais de réponse. Et il me dit, écoutez, je vais vous donner leurs adresses. Donc il me donne les adresses, et donc là j'écris. Bien sûr, j'ai pas de réponse, donc je réécris, et puis donc j'ai une liste de courriers faramineux, hein, donc je les interpelle, je laisse entendre que peut-être je peux interpeller la presse aussi, et puis au bout d'un moment, ils me répondent quand même. Et là, on est reçu donc au conseil général par donc mon épouse et moi, par la directrice adjointe. On demande des explications, quoi. Et donc, moi, je sors les éléments de dossier. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant de temps à nous répondre? Pourquoi ils occultent des choses? Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi ce qui est rapporté par le conseil général porte l'idée que c'est mon épouse qui reprenne les termes de l'infirmière, que c'est mon épouse qui a mis dans la tête qu'elle a été violée. Donc ils énoncent tout ça, et tout ça c'est envoyé au procureur, quoi. Je dis mais c'est pas possible à partir des éléments que vous avez, pourquoi vous comportez comme ça? Et là ils sont incapables de répondre. Il était là assisté de la médecin responsable du service, une personne complètement inexistante. Alors la DG, une femme très intelligente, mais qui est dans une dynamique de protection de ses services. Et à bout d'un moment elle lâche. Et moi, à ce moment-là, je comprends pas. Enfin, ça me fout dans une colère. Et elle me dit, mais bon, de toute façon, vous avez été lavé de tout soupçon, donc vous devriez être content, quoi. Je dis, alors, vraiment, j'ai pété un câble. J'ai dit, mais vous vous rendez compte de ce qu'on a vécu? Et là, moi, toute la colère qui sort, et je suis à deux doigts de l'insulter, quoi. Enfin, et là, je pense qu'elle comprend notre douleur, quoi. Enfin, elle n'est pas complètement insensible, cette dame. Et elle nous lâche, elle dit écoutez, moi j'ai quand même le sentiment, et là je suis abasourdi, elle me dit j'ai le sentiment qu'il y a eu une perméabilité, elle dit, entre l'infirmière et la responsable de la CRIP. Et elle dit je dois vous dire qu'à ce moment-là, la responsable de la CRIP était toute seule à étudier les dossiers, et elle a pris seule la décision de solliciter le parquet. Alors que la loi prévoit que c'est une décision qui est collégiale, ils doivent être au moins deux pour pouvoir prendre cette décision. Donc elle reconnaît qu'ils n'ont pas fait le boulot, en bonnes conditions, et elle laisse entendre, à la lumière des éléments qu'elle a, et que nous on a aussi, que peut-être les deux, l'infirmière et la directrice la responsable de la CRIP se connaissaient, et peut-être qu'il y avait des relations autres que professionnelles dans les échanges qu'elles ont pu avoir, quoi. Alors voilà, donc on apprend ça, on se dit bah oui, voilà, on est arrivé au bout. Donc moi je suis dans ma colère baisse pas, je suis toujours en colère.
Et je me dis, mais quand même, c'est vraiment des enfoirés, quoi. Donc là, j'ai sollicité la presse pour expliquer la situation. Donc on a eu un article en page régionale expliquant tout ça. Donc la responsable du département expliquant que tout ça était bien normal, qu'ils ne s'étaient pas trompés. Le DAZN expliquant que oui, si le lycée n'avait pas fait le signalement tout de suite, c'est parce qu'ils avaient beaucoup de travail et qu'ils n'avaient pas le temps. Oh là là. Et voilà, donc tous ces gens s'expriment comme ça sur des événements. Donc voilà, les enfants aujourd'hui sont traités comme ça, des familles peuvent être traitées comme ça par des institutions. Donc moi, par rapport à ça, c'est aussi, je pense, c'est ma façon de me reconstruire. Je suis occupé de monter un collectif de parents qui ont fait l'objet d'enquêtes sociales comme ça et qui sont qui ont fait l'objet de non-lieu, quoi. Enfin, on a reconnu qu'il y avait des erreurs parce que moi je défends que l'ASE peuvent se tromper. Bah oui. À un moment, quand on se trompe, quand on a fait des conneries, on s'excuse à minima. Moi, je souhaiterais qu'il y ait des excuses. Alors, la fonction publique s'excuse jamais, hein. Donc, ce que je souhaite, moi, c'est que aujourd'hui, les lois soient respectées, que le département permette aux familles d'accéder à leur dossier quand elles le demandent, que les conséquences de ces investigations qui sont dramatiques, hein. Je veux dire, moi, on a tous été suivis, on est tous suivis, hein, donc il y a un coût aussi financier à toutes ces histoires parce que c'est impactant. On a, tu vois, par mois, on voit tous au moins un psy une fois par mois, c'est 60 balles la séance, à 4, ça fait 250, 240 euros par mois. Tu vois, moi, on n'est pas riche, on a un petit peu de moyens, mais on n'est pas riche et c'est dur. Des familles qui n'ont pas accès, qui n'ont pas ça, ils peuvent même pas se soigner, ils peuvent même pas essayer de recomposer des morceaux. Enfin, je veux dire, il y a des familles qui sont cassées, il y a des gens qui se séparent, il y a des familles qui explosent, hein, dans ces situations-là. J'allais dire, vous avez réussi à rester ensemble. Hein, oui, ce qui est déjà. Ouais. Et oui, parce que mon épouse était, malgré la dépression, tout, elle était très forte et très présente aussi. On a beaucoup échangé. Tout. Ouais, donc je demande que, puisque dans ces cas-là, qu'il y ait un fonds qui soit créé au sein du par le conseil départemental pour prendre en charge les soins aux personnes qui auraient fait parce que moi ça me semble tout à fait normal qu'à un moment donné ils participent, quoi. Les soins psychologiques sont pas pris en charge. Enfin, oui, c'est sûr. Je vais pas trouver un psychiatre aujourd'hui, surtout après le Covid, là c'est pas possible. Donc tout ça c'est de la poche des gens et surtout je demande à ce qu'il y ait des évaluations a posteriori. Je pense que il y a au sein du département un organisme, un observatoire des politiques sociales du département qui fasse une évaluation et d'évaluation a posteriori, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de gens qui n'ont pas pour lesquels il n'y a pas eu de suite aux mesures demandées. Et je pense que c'est important, y compris pour les professionnels, parce que et je pense qu'il y a des professionnels qui doivent souffrir des situations de travail dans lesquelles ils sont, où ils vivent quand même des choses assez dures, et c'est de dire, oui, est-ce qu'on pourrait pas, à partir des situations comme les nôtres, envisager s'il n'y avait pas des signes qui permettaient dès le départ, éviter de faire subir tout ça aux parents, de les mettre dans ces situations-là. Je demande également que, parce qu'il y a une confusion totale au niveau des services sur la législation est très complexe, il y a une confusion totale entre ce qu'est une information préoccupante, un signalement sur les informations dont ils sont destinataires, sur les procédures, sur les relations entre le parquet. Et donc je demande que les procédures soient bien précisées et qu'il y ait une formation qui soit donnée aux agents, parce que moi je m'en suis rendu compte, la plupart ne savaient pas de quoi ils parlent. Et donc ça aussi, ça crée de la confusion. Quand nous, pendant 1 an, on était destinataires de courrier disant ils avaient été destinataires d'informations préoccupantes, c'est pas vrai. Ils ont eu une copie d'un signalement. Et de fait, ça aussi, ça crée de la perturbation dans la tête des gens, parce que moi je me suis dit, peut-être il y a eu autre chose, peut-être que quelqu'un d'autre a envoyé quelque chose, on ne sait pas, donc on sait pas. Et comme il n'y a pas d'accès au contradictoire dans ces situations-là, tu ne sais jamais rien, quoi. Et c'est terrible, quoi. Et donc voilà, donc j'ai écrit à tous les élus du département, donc au reste des affaires sociales, et figure-toi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, tu vas me le dire. Rien. Comme d'habitude. Et donc là, j'attends qu'ils me répondent. Okay. Et j'en suis là. Et comment va la famille ? La famille, j'ai bien compris que là, toi, t'étais dans un combat contre l'administration et quelque part pour faire en sorte que les choses s'améliorent et que peut-être
des familles comme qui viendraient après vous ne subissent pas ce que vous avez pu subir, mais votre pomme à vous pour l'instant. Ouais. Mon épouse, elle a repris le boulot, ça va, elle avance, mais c'est extrêmement douloureux toujours de ma fille, c'est en cours de reconstruction. Je pense que c'est difficile. Faut intégrer. Tu t'oublies pas ce genre de choses, quoi. T'oublies pas l'agression, t'oublies pas l'attitude des adultes responsables de l'établissement. Là, j'en ai passé, mais bon. Ça impacte sa vie sentimentale, intime. Enfin, tu t'oublies pas. Enfin, je veux dire, t'oublies pas que t'as vécu une injustice aussi, t'oublies pas tout ça, quoi. T'oublies pas la perversion aussi des gens. Après, elle a eu connaissance d'un certain nombre d'éléments aussi. Par exemple, après que mon épouse et ma fille aient été reçues par l'infirmière, on l'a appris, parce que je l'ai lu dans les dépositions de l'agresseur, lui-même qui avait été reçu en premier, il est allé débriefer avec le CPE et l'infirmière l'entretien qu'ils avaient eu avec mon épouse et ma fille. Enfin, je dis débriefé, mais en tout cas, ils l'ont informé des éléments. Le père a été mis au courant, le père de l'agresseur a bénéficié d'une transmission du document. Alors, je ne sais pas si elle est orale ou écrite, mais elle a été transmise, parce que là, je l'ai appris sur l'audition de l'infirmière, du signalement qui a été réalisé. Donc, alors que vous aviez accès à rien. Alors que nous, on n'avait rien. Et donc ça veut dire que, y compris quand ils sont arrivés en confrontation, tu vois, ils l'avaient briefé, le gamin. Ils avaient des trucs. L'autre, il était prêt, quoi, tu vois. Et nous, on est arrivés là comme ma fille est arrivée avec la vérité, tu vois, de ce qu'elle avait vécu, quoi, en sincérité dans tout ça, en espérant. Nous, on n'a jamais demandé que le gamin il lui coupe la tête, hein. Et ça pose aussi un tas de questions aussi sur la justice aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, il y a aujourd'hui. Je t'ai même pas parlé de... Alors ça aussi, mais bon. Je t'ai pas parlé du psychologue que ma fille a vu. Ça aussi, c'était toute une histoire. Moi, j'ai demandé, parce que j'ai bien compris à un moment donné que tous expliquaient que ma fille mentait, si tu veux, que c'était une affabulatrice. Et donc, j'ai demandé à ce qu'elle soit vue par un psychologue, au policier, au Colombo, pseudo Colombo, et que le gamin soit vu aussi. Et donc il a dit oui, donc ma fille a été reçue par un psychologue, et le gamin n'a jamais été reçu par personne. En tout cas, je n'ai pas le compte rendu de l'audition. Et ma fille a été reçue par un type, on était attendu à 15h, on devait dans les rendez-vous à 15h, donc je l'accompagne. À 15h01, il n'y avait personne, je sonnais à toutes les sonnettes de l'immeuble, et un type qui arrive... manifestement, il sortait de repas, tu vois, qu'il avait bien arrosé, négligé, il reçoit, il nous accueille, il dit, c'est vous qui avez rendez-vous ? Bon, pas bonjour, pas rien, on a accueilli, on rentre dans une espèce de garage qui est en travaux, il faisait sombre et tout, on rentre là-dedans, et on le suit, on ne sait même pas qui c'est, parce qu'il ne s'est pas présenté, on arrive, voilà, donc l'audition c'est ici, donc on rentre dans une pièce où là c'était à peu près propre, vous allez. Et puis, donc, il fait rentrer ma fille, et puis, enfin, il rentre dans son bureau, il fait rentrer ma fille. Donc, moi, je pense on va avoir un minimum d'échange avant qu'il la voie. Il me claque la porte au nez, comme ça. Donc, je dis, mais c'est quoi ce délire ? Enfin, tu vois, tu es sidéré, parce que tu n'as pas l'habitude comme ça avec les gens. Enfin, tu as un minimum de politesse. Et là, donc, c'est pas possible. Je tape, je rentre, je m'en fous, quoi, c'est ma fille, quoi, je ne vais pas confier. Je sais même pas, il s'est pas présenté. Je ne pas être n'importe qui, quoi. Et donc, je l'interroge, je dis, mais vous êtes qui, c'est quoi donc, oui, c'est pour l'audition, vous n'avez pas compris que c'était pour ça. Si, c'est pour ça, mais bon, comme vous n'êtes pas présenté, je ne sais pas qui vous êtes. Et donc, je dis, ça va durer combien de temps ? Donc, voilà, il me dit, vous verrez bien, vous n'avez qu'à attendre là. Donc, je dis à ma fille, j'attends là, s'il y a un souci, tu m'appelles. Parce que moi, j'étais... Ouais, bien sûr. Et du coup, ça a duré 35 minutes. M'a fait expliquer que le gars, principalement, ce qui l'intéressait, c'est de savoir quel était mon métier, si je m'entendais bien avec mon épouse, si ça marchait bien, le restaurant où je travaillais. Voilà, 35 minutes maximum, hein, donc revenu. Il a beaucoup insisté sur le fait de savoir si ma fille savait ce que le garçon encourait, parce que c'était très grave, hein, ces accusations. Il fallait bien qu'elle mesure que ça pourrait avoir des conséquences graves pour le garçon. Voilà. Et donc, il sort, maximum 35 minutes. Hein. Donc, il lui pose une ou deux questions. Il dit, ah oui, c'est vrai, je dois te faire passer des tests, parce que comme c'est un truc juridique, il montre 2-3 images de tests de Rorschach, tu sais, donc, avec des petits rats.
Et du coup, et puis voilà, on sort de là. Et puis, donc du coup, j'ai eu accès plus tard. Et donc, le gars, en 35 minutes, il a été capable d'identifier le QI de ma fille, en 35 minutes. Il te fait un dossier de 25 pages. Et tu vois que c'est du copier-coller, quoi. Du copier-coller d'autres choses. Parce qu'il y a des erreurs grotesques, des contradictions, tu vois. Et tu te dis, ouais, c'est ça la justice, quoi. Ma fille explique que le gars était désagréable. Il avait les ongles, mais qui étaient aussi noirs que le col de sa chemise. Et donc, et tu vois, c'est une enfant de 15 ans qui est reçue par des gens comme ça, qui sont, et c'est ça la justice aussi en France. Et c'est ça que les jeunes femmes, les femmes violées, subissent aujourd'hui au quotidien, parce que c'est du quotidien, quoi. C'est terrible, quoi, qu'on en dise. Alors oui, il y a des progrès, bien sûr qu'il y a il y a des choses qui avancent. Ça va dans le bon sens, mais ça va dans le bon sens, mais c'est très long et c'est très, là, majoritairement, c'est pas encore ça. C'est pas le bon sens qui s'est installé encore, quoi. Ta fille va bien? Ouais, ça va. Okay. Fait de parler. Après, elle est toujours en reconstruction, des hauts et des bas, des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien. Mon fils, aussi, il a très durement touché, il était très très impacté par ce soupçon qui a pesé sur notre famille, hein, pendant des mois. Là aujourd'hui, il me dit, moi je suis il va avoir 24 ans, il est en couple, son ami envisage d'avoir des enfants, il dit, moi je suis dans l'incapacité de me projeter avec des enfants. Il dit, c'est terrible, demain si j'ai mon gamin, ma gamine qui tombe, qui se fait, qui fait du patin roulette et qu'elle tombe sur sa tête et qu'on va à l'hôpital, et que, et ben, il dit, moi, je sais même pas si je vais aller à l'hôpital parce que demain, ils peuvent taper sur les registres, tu vois, et dire, ah bah oui, bah, c'est une famille où il y a des problèmes, et ben, est-ce que c'est pas le père qui a claqué la tête du gamin contre le carrelage? Enfin, il est dans cet état-là, quoi, dans cette angoisse-là de se dire, moi, ça me fait trop peur, quoi. Enfin, il est dans une peur, et ces institutions qui sont d'une violence inouïe ne mesurent pas les traumatismes qu'ils occasionnent dans les familles, quoi. C'est l'aide sociale aux enfants, tu vois. Et c'est des gens qui détruisent par leur incompétence, on peut pas dire plus, mais des familles entières, quoi. Et ça court tous les jours. Et oui, ils font aussi du bon travail. Et oui, il faut protéger les enfants, mais tu peux pas protéger les enfants contre le droit. Il faut aussi respecter le droit des parents. Il faut respecter bien sûr, protéger les enfants, c'est essentiel. Mais il faut aussi reconnaître quand on fait des erreurs. Il faut aussi pouvoir garder le contact. Il faut aussi permettre aux gens de se reconstruire. Et il faut aussi et surtout permettre aux familles de retrouver la confiance dans les institutions, toutes les institutions. Moi, j'ai discuté avec des parents, hein, dont les enfants sont autistes et qui ont été enlevés aux parents au motif que c'était la mère, c'est toujours la mère, hein, qui est responsable des problèmes d'autisme d'après l'ASE. Et aujourd'hui, il y a des parents qui sont en difficulté pour amener leurs enfants à l'hôpital parce que comme ils ont déjà fait l'objet d'un suivi de la part de l'aide sociale à l'enfance, ils se disent si je vais à l'hôpital parce que mon fils y est tombé, il est possiblement qu'il pourrait me recoller un dossier sur le dos. Donc, de fait de leur attitude, de fait de leurs erreurs, ils créent les conditions pour qu'il y ait des problèmes dans les familles et ils créent eux-mêmes l'insécurité chez les enfants. Et ça, à partir du moment où ils vont pas s'interroger sur leurs erreurs, on va pas avancer. Et ils vont reproduire encore dans les familles le drame que nous on a vécu. Voilà. Louis, merci beaucoup pour ton témoignage. Je te souhaite plein de force et je vous souhaite plein de force aussi à la famille et prends soin de toi et je te souhaite plein de courriers. Merci. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.